Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La monnaie de carte au Canada, une histoire de cœur. Et comment comptez-vous payer, monsieur ? Par carte ? Parfait. Quelle couleur la carte ? Bleue, verte, dorée ? En rouge et noir, un valet de carreau et un 7 de trèfle. Vous moquez-vous de moi ? Apprenez qu'on ne me paye pas en monnaie de singe, moi, monsieur. Je réclame de l'argent sonnant et trébuchant. Vous me piquez au vif et n'avez aucun cœur, semble-t-il. Réglez cela avec mon supérieur, Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur général du Canada. Voilà bien un dialogue que l'on aurait pu entendre dans une boutique du Québec le 7 janvier 1691. Nous sommes en Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle. Ce mois d'hiver est spécialement rude pour les colons d'Amérique du Nord. Les navires en provenance de la métropole, pour ravitailler la colonie outre-Atlantique, peinent à arriver. Les armes et les vivres manquent. Mais aussi le numéraire, pour payer la solde des fonctionnaires et des soldats, et le salaire des commis et fournisseurs. Même si la peau de castor en tient bien souvent lieu. Louis XIV, qui a envoyé ses soldats sur le Nouveau Monde et ordonné de les faire vivre, oublie fréquemment de charger leur paie dans les bateaux. Il faut rappeler que le roi Soleil se désintéresse passablement de ces territoires coloniaux qu'il conserve surtout comme monnaie d'échange au cours des conflits qui marquent son long règne. Frontenac décide donc de mettre en circulation la monnaie de carte. Il reprend l'usage ingénieux que Jacques de Meules, seigneur de la Source, chevalier, intendant de la Nouvelle-France entre 1682 et 1686, avait instauré dans des circonstances similaires quelques années auparavant. Garant du bien-être des habitants qui vivaient des heures difficiles, entre les épidémies et une menace iroquoise, il lui avait fallu jouer sa dernière carte. On estime à 2 millions de livres le montant total de ces cartes au début du XVIIIe siècle, qui invente la notion de fiducie. Les jeux de cartes étaient monnaie courante au sein de la colonie à cette époque. Pas davantage illuminé qu'illustré, le verso des cartes était blanc, blanc comme neige. Le principe conçu par Jacques de Meules consistait à inscrire un montant sur la face vierge de la carte et la marquer du sceau de l'intendant, de sa signature et de celle du trésorier. Ainsi, une dame de trèfle devenait un bon pour la somme de 4 livres. Un 2 de cœur, un bon pour 4 sous. Mais si un coin était coupé, il fallait diviser par 2 ou 3 la valeur inscrite, simple exercice de calcul mental. Une ordonnance précisait que les cartes seraient rachetées aussitôt que les navires arriveraient de France, et qu'en attendant, il fallait les accepter à leur valeur nominale. Une fois remboursées, les cartes étaient détruites. Sans le savoir, les autorités de la Nouvelle-France avaient introduit la première monnaie de papier en Amérique du Nord. Une solution pleine d'ingéniosité et d'audace dans les glaces du futur Canada. La monnaie de carte s'est en effet avérée la solution idéale au problème chronique d'approvisionnement d'une colonie délaissée par son royaume, fragile comme un château de cartes, aux membres vêtus comme l'as de pique. En 1617, une ordonnance du roi, le jeune Louis XV, alors âgé de 7 ans, fixe le taux de reprise des monnaies de carte au Canada à 50% de la valeur de la monnaie métallique en France. Une nouvelle émission de cette monnaie est accordée par le roi en 1729 pour disparaître en 1760 avec la reddition de la Nouvelle-France aux Anglais. Dans l'Hexagone d'alors, beaucoup rejoignent l'idée de Voltaire qui couchait déjà sa pensée carte sur table en écrivant que, je cite, « Ces quelques arpents de neige avaient déjà coûté beaucoup trop cher à la mère patrie et qu'il était aussi bien qu'elle en fût débarrassée. »